Bonsoir. Alors, sur le plan technique, voilà, cette vidéo, c'est pas le summum, j'ai pas un studio d'enregistrement cinématographique. J'aimerais attirer votre attention sur le fond plutôt que sur la forme, hein. Donc, épargnez-moi les remarques sur les détails techniques. Voilà, euh, c'est plutôt amateur sur le plan technique. Et par contre, l'idée que je souhaite développer et je pense intéressera plusieurs. Alors voyez-vous, en matière de foi, et principalement de la foi chrétienne, et notamment dans le cadre de mes vidéos d'apologétique, il y a un argument qui me revient souvent, hein, dans les commentaires, qui est souvent publié, c'est ce que tu dis est illogique. Ce n'est pas logique, ça défie l'entendement, c'est pas raisonnable, etc. Alors c'est pas logique. Bon, d'accord. Donc ce que je propose ce soir, c'est une petite démonstration pour vous interpeller sur ce qu'est la logique. Alors j'ai quelques définitions. On va quand même regarder quelques petites définitions de ce qu'est la logique. Donc du latin logica, sens identique, du grec logique, ou logique techné, science du raisonnement, hein, raisonnable, rationnel, qui est conforme aux règles de la logique rationnelle. Voilà. Et on dit son raisonnement n'est pas logique lorsqu'on a affaire à quelqu'un dont le raisonnement ne correspond pas à ce que nous considérons comme logique ou non. La raison, le raisonnement, le rationalisme, hein, c'est l'étude des procédés de raisonnement, hein. Si l'arithmétique étudie les nombres, la géométrie, les figures dans le plan et l'espace, etc., la logique, quant à elle, étudie le raisonnement, c'est-à-dire la méthode de l'arithmétique, de la géométrie, etc. La logique apparaît donc comme un discours de second niveau. Voilà. Et on va aller encore un petit peu plus loin. Une autre définition, science des lois du raisonnement. Disposition naturelle que l'on a à raisonner juste. Enchaînement cohérent d'idées, etc., etc. Bref, il y a juste un souci, c'est qu'en réalité, il n'y a pas une seule logique. Il y a plusieurs logiques en fonction du thème abordé. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la logique mathématique. Moi, en mathématiques, honnêtement, je suis plutôt nul, hein. Addition, multiplication, soustraction, ça va. Mais tout ce qui est fraction, et alors les formules, je suis complètement perdu. Mais pour un matheux, hein, pour quelqu'un qui est spécialisé dans les mathématiques, il y a beaucoup de choses qui, pour moi, ne me sembleront pas logiques, mais pour lui, oui. Et puis, il y a aussi, alors j'ai pris quelques notes, il y a la logique dans ce qu'on appelle la matière qu'est la physique, hein, les lois de la physique. Il y a des choses qui, même si on me l'explique, si je n'ai pas le niveau, je dirais je comprends pas, c'est illogique ce que tu me dis. La logique comptable, alors là, il faut savoir une chose, c'est que vous avez des personnes qui ont une bonne logique mathématique, mais dans la logique comptable, il y a des particularités, et ils peuvent être dépassés et dire là, je ne comprends pas. Par exemple, les amateurs du Rubik's Cube, hein, où on essaie de remettre les couleurs unies sur chaque face, ben, il y a des méthodes logiques, hein, des techniques logiques pour réussir à le faire. D'ailleurs, ceux qui maîtrisent ces techniques le font très bien. Pour eux, c'est logique. Moi, j'ai jamais réussi à capter ça, hein. Faudra peut-être qu'un jour je m'y penche. Et il y a aussi la logique échiquéenne, la logique au jeu d'échecs. Mais il y a aussi la logique au jeu de dames. Et voyez-vous, quelquefois, il y a des personnes, c'est comme si elles voulaient critiquer la logique du jeu d'échecs en adaptant la logique du jeu de dames. Et inversement. Il faut s'adapter au sujet qui nous intéresse. Et il y a des logiques particulières à différents thèmes. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a c'est le même procédé avec la logique des choses divines, la logique spirituelle. Et encore une fois, j'aimerais apporter une précision, c'est que ce n'est pas parce que quelque chose ne nous paraît pas logique, à nous personnellement, que cela signifie pour autant que cela n'est vraiment pas logique, hein. D'ailleurs, je vais vous soumettre quelques petits problèmes de logique.
Et il existe d'ailleurs de nombreux problèmes de logique, du simple au très compliqué. Et voyez-vous, le souci qu'il y a, c'est qu'il y a certains problèmes de logique qui sont tellement compliqués on finit par dire c'est illogique, alors qu'en fait on devrait plutôt dire je ne comprends pas, ou je n'ai pas compris, ou c'est illogique pour moi. Mais il y a une différence entre dire c'est illogique pour moi et c'est illogique point barre. Voilà. Donc pour ceux qui aiment toujours venir avec cet argument de oui c'est logique ou c'est pas logique, moi ma foi, moi elle est logique mais la tienne elle est illogique, ben, puisque vous êtes logique, je vais vous soumettre quelques petits tests de logique. Alors il y en a certains qui sont très très simples, que vous connaissez peut-être déjà, il y en a pour d'autres ça sera une découverte. Quoi qu'il en soit, cela demande de la réflexion. Logique, ça ne veut pas dire que dès qu'on voit ou dès qu'on entend, on comprend tout de suite. Quelquefois, il va falloir réfléchir. Il va falloir adapter notre raisonnement, faire un effort de réflexion pour réussir à trouver la solution. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas la solution qu'on peut conclure que tel ou tel problème est illogique. Je vais prendre un exemple très concret notamment avec ce que certains appellent les contradictions bibliques, qui en fait sont des difficultés bibliques ou des contradictions apparentes. Il y en a certains, ils lisent le texte, ils comparent, ils disent voilà, il y a une contradiction, c'est illogique, c'est faux. Alors qu'en fait, il suffirait de faire un travail d'enquête pour essayer de trouver la solution, et là on peut dire ah oui, effectivement, maintenant que j'ai trouvé la solution, c'est logique. Voilà. C'est juste un petit exemple. Mais pareil pour la Trinité, pour certains c'est illogique. Et là encore, je l'avais dit dans une précédente vidéo, il faut savoir faire la différence entre ne pas comprendre et ne pas accepter. Parce que quelquefois, il y a des choses qui sont faciles à comprendre, et pourtant quand on les explique, elles sont logiques, elles sont faciles à comprendre, mais la personne en face va vous dire, plutôt que de vous dire je n'accepte pas ce que tu dis parce que mes convictions vont à l'encontre des tiennes, plutôt que de dire je n'accepte pas, ils vont dire je ne comprends pas. Mais pourtant, il y a des choses qui sont simples à comprendre. Voilà. On va passer tout de suite à quelques petites démonstrations. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que j'avais fait une première vidéo sur ce thème, et il y a eu pas mal de soucis parce que je devais à la fois gérer la vue de la caméra de mon smartphone, et en même temps faire les démonstrations, et ce qui fait que ça a donné une vidéo qui pourrait faire un bêtisier, que je ne publierai pas d'ailleurs. Donc là, j'ai dû réfléchir de manière logique, donc raisonnée, pour trouver la solution afin que la vidéo ressemble quand même un petit peu à quelque chose, on va dire, de plus ou moins correct. Donc je vais commencer par faire une petite démonstration sous forme de question. Voilà. Donc j'ai dû réfléchir pour mettre en place ce système. Alors voici, enfin, ce système pour la caméra. Donc nous avons ici une feuille de papier. Voici un dessin, un point, avec un cercle. Alors, le problème que je vous soumets, c'est, je vous propose de réfléchir sur la solution qui vous permettra de faire ce même dessin avec le point au milieu sans lever la pointe du marqueur de la feuille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça, enlever et puis faire le rond. D'accord? On ne peut pas non plus faire ça, ça et ça. D'accord? Ou l'inverse. On ne peut pas faire le cercle et puis le point au milieu. Il faut réussir à faire ce dessin-là. Mais sans lever la pointe. Il faut que la pointe soit toujours en contact avec le papier. Alors certains connaissent peut-être, ou alors sont très forts en logique et vont tout de suite trouver la solution. Mais pour d'autres, eh bien, il va falloir que vous réfléchissiez. Et à première vue, on peut se dire, mais c'est illogique, il n'y a pas de solution. Et pourtant, il y en a une. Mais je ne vais pas vous la donner tout de suite. Je vous laisse le privilège de réfléchir un peu. À présent, un deuxième test. Voilà. Alors, peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. Ici, alors on peut le faire avec des allumettes. Et j'ai choisi des cure-dents. Voilà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cure-dents. D'accord? Bon. Le principe, voilà,
vu qu'ils ont tous la même taille, il faut réussir avec les 6 cure-dents à faire 4 triangles, comme celui-ci. Alors on peut se dire, tiens, je vais essayer de faire ça et ça. Voilà. Sauf que là, voyez-vous, il me reste un cure-dent, et pour faire 4 triangles comme celui-ci, ça semble un peu poser problème. Certains vont se dire, bah, tiens, je peux faire ça. Voilà. Et ils vont se dire, ben là, j'ai 1, 2, 3 et 4 triangles. Sauf que ce ne sont pas les mêmes triangles, puis ça ressemble à rien finalement. Non, il faut vraiment faire 4 triangles comme ceci. Mais on n'a pas droit à plus de cure-dents que cela. D'autres vont se dire, ben tiens, je vais faire quelque chose du genre. Je vais faire ça. Voilà. Et ils vont se dire, tiens, je fais quelque chose comme ça. Bon, voilà. Ils vont dire, voilà, ben j'ai 1, 2, 3, 4 triangles. Mais vous remarquerez que les pointes ne touchent pas. Il faut absolument qu'il n'y ait pas de vide. Donc il faut que ce soit des triangles parfaits. Hein? Il faut qu'ils se touchent carrément. Voilà. Il faut 4 triangles comme celui-ci. Hein? Voilà. Donc là encore, je vous laisse réfléchir. Alors ça ne devrait pas vous poser de problème, vous qui êtes, qui venez souvent avec cette remarque. Oui, ce que tu dis, c'est pas logique, etc. Alors si vous êtes logique, trouvez la solution. Alors bien sûr, j'en imagine déjà certains qui vont chercher sur Google. Et ils font d'ailleurs la même chose quand ils veulent s'attaquer à la foi. Ils font des recherches sur Google, sur des sites internet, et ils ne réfléchissent pas personnellement. Or, je veux vraiment vous encourager à réfléchir personnellement. Et maintenant, j'ai autre chose à vous proposer. Alors, voici ce qu'on appelle, je pense que vous avez reconnu, un jeu d'échecs. Et voyez-vous, il y a une logique échiquienne qui est propre au jeu d'échecs. Il y a des règles propres au jeu d'échecs et on ne peut pas adapter les règles du jeu de dames au jeu d'échecs. On ne mange pas les pièces de la même manière. Alors, j'aimerais vous dire quelques mots sur le jeu d'échecs. Il faut savoir que l'origine de ce jeu est relativement mystérieuse. Hein. On ne sait pas exactement d'où vient ce jeu, mais c'est un jeu de stratégie, de guerre, on va dire. Hein. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme. Hein. C'est un jeu de stratégie. Et le but du jeu d'échecs, c'est de mettre le roi adverse échec et mat. Ça veut dire que le roi adverse ne peut plus bouger. Il est bloqué, il est mis en échec, et vu qu'il ne peut plus bouger, on dit qu'il est échec et mat. Et beaucoup de joueurs, notamment des débutants, et même d'un niveau même un peu supérieur, tombent souvent dans le piège de manger des pièces. Ils pensent que plus ils vont manger de pièces dans l'armée adverse, et plus ils vont avoir de chances de gagner, ce qui est en réalité faux. Pas totalement vrai, pas totalement faux, mais en fait, manger des pièces est un moyen et non le but. Et dans certaines parties, il reste souvent les 3/4 des pièces sur l'échiquier, et pourtant le roi adverse est échec et mat. Alors je vais vous faire une petite démonstration, vous expliquer. Alors il faut savoir que les pions, hein, chaque pion, lorsque vous le bougez pour la première fois, vous pouvez l'avancer soit d'une case, soit de 2 cases. Mais une fois qu'il a été bougé d'une case, après vous ne pouvez pas l'avancer de 2 cases. Hein. C'est la première fois, n'importe lequel de ces pions, vous pouvez l'avancer de 2 cases. Et après, une fois que vous l'avez déplacé, vous mangez les pièces qui sont par exemple ici, vous mangez la pièce. D'accord? N'importe quelle pièce. Hein. Il y a aussi une logique aux échecs qui fait partie de la théorie du jeu d'échecs. Alors la théorie du jeu d'échecs, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des milliards de parties qui ont été analysées et ils ont pu établir des principes logiques pour gagner une partie, ou du moins pour résister au maximum. Ces principes sont tout simples. Le contrôle du centre. Vous voyez, le centre du jeu d'échecs est ici. Ce sont ces 4 cases. 2 cases blanches, 2 cases noires. Et on dit, dans la théorie du jeu d'échecs, celui qui contrôle le centre contrôle la partie. Et on peut contrôler le centre soit de manière directe, c'est-à-dire là, avec ce pion avancé, je contrôle
ces deux cases, d'accord? Soit de manière indirecte, ça veut dire que là je contrôle cette case et cette case, d'accord? Parce que le cavalier se déplace toujours avec une position un peu particulière, d'accord? Voilà, c'est une des pièces qui est les plus difficiles à maîtriser pour ceux qui débutent au jeu d'échecs. Le fou, lui, se déplace uniquement sur les diagonales, mais le fou ne peut pas sortir tant qu'il est bloqué, donc il faut le débloquer pour qu'ensuite il puisse se déplacer sur les diagonales. Il ne se déplace que sur les diagonales de sa couleur. Nous avons un fou sur les cases blanches et un fou sur les cases noires, d'accord? Quant à la reine, elle peut se déplacer en ligne droite, voilà, sur tous les côtés, et en diagonale. Les tours ne se déplacent que sur les lignes, d'accord? Et quant au roi, alors le roi, lui, il ne peut avancer que d'une case à la fois. Mais par exemple, s'il est ici, il peut, ce que ne peut pas faire un pion ne peut pas reculer. D'accord? Un pion ne peut pas aller à côté. Tandis que le roi peut aller dans tous les sens, mais une seule case à la fois. Et on dit que le roi est échec et mat lorsqu'il ne peut plus bouger. Et d'ailleurs, je vais vous faire une petite démonstration. Mais voyez-vous, il y a des règles, des principes. Et si on ne respecte pas la logique échiquéenne, eh bien, on ne peut tout simplement pas jouer aux échecs. Alors, il y a aussi des erreurs à ne pas commettre lorsqu'on joue aux jeux d'échecs. Et il y a ici une analogie avec la spiritualité. D'accord? Et là, je veux surtout parler de la spiritualité dans le domaine chrétien. C'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des règles. Hein. Donc, par exemple, pour les règles d'interprétation de la Bible, c'est des règles simples. Il faut lire le texte dans son contexte direct, dans son contexte plus large, dans le contexte de la lettre, dans le contexte de l'épisode, dans le contexte historique, culturel, cultuel, le contexte de la langue, le contexte sociologique, s'assurer du sens des mots, etc. Ce qui fait que si quelqu'un vient et vous cite des versets un peu n'importe comment, ça n'a pas de sens. Il ne respecte pas les règles de base de la logique biblique. C'est parce que finalement c'est dans ce domaine-là que je souhaite attirer votre attention. Mais je vais le faire par une démonstration de jeu d'échecs. Donc, personnellement, l'ouverture que moi je préfère, c'est l'ouverture du pion roi. C'est celle que je maîtrise le plus, que je connais le plus. Mais vous pouvez démarrer avec l'ouverture du pion dame. Et puis, il y a aussi l'ouverture avec le fianchetto, qui libère le fou sur la grande diagonale. Hein. Et normalement, quand on fait un fianchetto d'un côté, on fait aussi un fianchetto de l'autre côté pour contrôler ainsi les deux diagonale. Bon, pour l'instant, je n'ai pas joué les coups adverses, mais c'est juste pour vous montrer les différentes ouvertures. L'ouverture au cavalier est aussi valable. Hein, on peut ouvrir directement avec le cavalier. Le cavalier est le seul qui peut sauter par-dessus les pièces. Bon, on va commencer une partie basique. J'avance toujours de deux cases parce que le but c'est d'avancer le plus rapidement. Et le but aussi c'est de pouvoir libérer les soldats qui sont dans la caserne. C'est-à-dire le cavalier, le fou, la tour et la reine sont les soldats puissants. Hein. Alors là ce sont les pièces, le cavalier et le fou, ce qu'on appelle les pièces mineures. Après vous avez les pièces majeures qui sont les tours et la reine. D'accord? Bon, le meilleur contre face à cette, enfin le meilleur, selon moi, hein, selon mon habitude de jeu, qui est, on va dire, le contre le plus simple, c'est de contrer directement, hein, faire face directement. Sinon, il y a d'autres possibilités. On peut venir avec le cavalier ici, mais là, on va perdre ce qu'on appelle un temps. Un temps, ça veut dire que je vais avancer mon pion, il va être obligé de reculer son cavalier, et s'il balade son cavalier, je vais développer mes pièces, et puis lui va être obligé de fuir, il aura bougé finalement qu'une seule pièce, alors que moi j'aurais commencé à en déplacer plusieurs. Ce qui, dans la logique échiquéenne, est un problème pour lui. D'accord? Donc, la meilleure manière de procéder, enfin c'est ce que je fais en tout cas moi, c'est le contre direct. Ensuite, le but des blancs, c'est de développer les pièces, ce qu'on appelle majeures, le plus rapidement possible. Le cavalier et le fou. Donc, en développant mon cavalier, j'attaque directement ce pion qui, lui, n'est protégé par personne. Pour protéger ce pion, il y a plusieurs solutions. Soit on déplace ce pion, c'est logique pour protéger celui-là, soit on va déplacer le cavalier qui lui va protéger cette pièce. En quel cas? Bon, alors imaginons qu'il protège de cette manière-là. Moi, je développe mon fou. Donc je sors le fou de la caserne pour qu'il soit sur le champ de bataille. Et là, j'attaque directement son cavalier. Alors là, il a un petit souci parce que finalement, ce n'était pas le meilleur moyen de protéger. Mais on va dire que c'est une défense que certains utilisent. Parce que là, en attaquant le cavalier, il va être obligé de le bouger. Parce que s'il ne le bouge pas, je le mange.
Alors s'il le bouge, il ne protège plus ce pion. Donc maintenant, il a un dilemme. Donc il faut quand même trouver une solution. La meilleure solution pour l'instant, c'est de protéger ce pion. Moi, je mange le cavalier. Et lui, eh bien, il me mange. Et là, voyez-vous, j'ai gagné un avantage. Pourtant, il y a le même nombre de pièces mangées. Une pièce chacun. Et c'est une pièce majeure. Donc, d'équivalence égale. D'accord? Et pourtant, j'ai l'avantage. Pourquoi? Parce que j'ai créé un trou et j'ai deux pions sur une même ligne. Ce qui est, dans la logique échiquéenne, un désavantage. Mais ça, on ne peut le comprendre que si on connaît la logique échiquéenne. Donc là, j'ai créé une ouverture ici, deux pions sur la même ligne qui vont être difficiles à défendre. Je continue mon développement avec mon cavalier. Lui, il faut qu'il s'empresse de sortir son cavalier. Parce qu'il faut aussi qu'il sorte les pièces de sa caserne. Moi, je continue avec... Je vais libérer la ligne du fou pour pouvoir le sortir. Et en même temps, je protège le pion. Lui, s'il est intelligent, il va continuer dans la même logique. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer mon cavalier. Pour clouer, ça s'appelle un clouage. Ça veut dire que si jamais j'enlève mon cavalier, il me mange la dame. Vous voyez, c'est subtil. Donc il attaque mon cavalier, mais pour l'instant, mon cavalier est quand même protégé par la reine. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose. Je cloue son cavalier. S'il enlève son cavalier, je lui mange sa reine. Lui, il réfléchit et il faut qu'il libère son deuxième fou. Pourquoi? Pour pouvoir roquer. Alors roquer, je vais vous expliquer très rapidement ce que ça veut dire. Alors il libère son fou qui protège en même temps son cavalier. Donc la reine n'est plus menacée. Et deuxièmement, il roque. Roquer, ça veut dire qu'on peut le faire qu'une seule fois dans la partie. Il y a le petit roc. On peut le faire comme ça, voilà. Et ainsi le roi est protégé par les trois pions du devant plus la tour. Ça, c'est ce qu'on appelle le petit roc. Et si la dame n'était pas présente, j'aurais pu faire ce qu'on appelle le grand roc. D'accord? Mais bon, on ne va pas compliquer les choses. La reine, on va la laisser là. Et donc, oui, pour l'instant, il a bougé son fou ici, pour ensuite faire le roc. Moi, de mon côté, je fais le roc, tout de suite. Voilà, là, j'ai protégé mon roi. Lui, à présent, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il rock aussi. Ça fait partie de la théorie du jeu d'échecs. Hein. Et c'est logique. C'est ce qu'on doit faire normalement. Libérer les pièces majeures de la caserne pour qu'elles soient sur le terrain. Avoir un développement où les pièces s'autoprotègent. Et mettre son roi à l'abri. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va dire que la partie vraiment commence de stratégie. Les bases se jouent, les coups que je viens de jouer en règle générale se jouent très très rapidement. D'accord? Donc, il faut aussi comprendre maintenant une chose, c'est que là, les choses commencent à se compliquer et à devenir très très sérieuses. Donc maintenant qu'il a roqué, c'est à moi. Le but pour moi, ça va être de le déstabiliser, d'échanger les pièces pour gagner l'avantage. C'est-à-dire que j'ai un avantage, un tout petit, les deux pions doublés et une ligne ouverte ici. D'accord? Donc je vais échanger des pièces au maximum. Je lui mange son cavalier, il me mange mon fou. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire reculer son fou à lui. Il a deux possibilités. Soit il recule, en quel cas il perd ce qu'on appelle un temps, soit il décide de manger. Alors, on va lui donner l'avantage, on va le faire manger. Donc, pour l'instant, voilà, il me mange et moi je le mange. Donc, dans le domaine du nombre de pièces, on a 3 pièces partout. Et on pourrait dire on est à égalité, pourtant non, on n'est pas à égalité. J'ai l'avantage que lui, il a des pions doublés et je vais essayer de maintenir cet avantage. Donc lui maintenant, il va essayer de m'attaquer. Alors, justement, il va utiliser la ligne ouverte pour attaquer mon pion qui est ici. Moi, j'ai plusieurs possibilités, donc je vais utiliser la plus simple. Voilà, mon pion, il est protégé par 2 pions. D'accord? Alors lui, il réfléchit maintenant, il se dit, bah, tiens, si je fais ça, voilà, tous les pions s'autoprotègent. C'est le but. Par contre, il a un pion là ici qui n'est pas protégé. Donc je vais essayer de l'attaquer. C'est ce que je fais avec mon cavalier. Lui, bien évidemment, il n'est pas stupide, il va me repousser. D'accord? Donc là, je suis obligé de reculer, et je ne vais pas reculer là, parce que si je vais là, je suis sur les bords. Donc la logique échiquienne exige que je contrôle le maximum de cases. Donc, si je suis la logique, je vais revenir ici. Parce que si je vais là, je vais perdre mon avantage.
Donc je reviens à cette place stratégique. Cependant, on remarquera que mon cavalier, pour l'instant, n'est pas protégé. Alors lui, maintenant, il va essayer de semer la zizanie. Il bouge ce pion avec l'idée de pouvoir mettre le fou ici pour contrôler une diagonale. D'accord? Ça, c'est son idée. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lui attaquer un pion qui n'est pas protégé. Toujours le même. Chercher la faiblesse. Je me déplace ici. Alors là, certains pourraient dire tu te contredis parce que tu vas sur le bord. Mais je vais sur le bord parce que j'ai un plan précis. Je veux attaquer son pion. Mais c'est un coup de bluff. Hein. Lui, il va se poser la question. Il se dit, bon, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir avancer ici. Parce qu'en avançant ici, il pourrait me tendre un piège, qui est trop subtil à expliquer maintenant. Et puis, mon idée de base est de créer une diversion. Lui, il se dit maintenant, il va mettre en place ce qu'il a décidé. C'est-à-dire, cette fois-ci, de mettre son fou. Et là, en fait, je pourrais continuer de jouer comme ça parce qu'une partie d'échecs dure très 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 longtemps. D'accord? Et je vais vous éviter cette... parce que il est évident que pour ceux qui ne connaissent pas le jeu d'échecs, ça risque de les saouler au bout d'un moment. Mais là où je voulais en venir, c'est voilà, il y en a certains peut-être qui n'ont même rien capté à ce que j'ai développé jusque-là, sauf ceux qui connaissent le jeu d'échecs. Mais voilà, j'ai voulu démontrer qu'il y a une logique échiquéenne. Et de la même manière, il y a une logique spirituelle. Et il y a même plusieurs logiques. Alors, est-ce qu'à présent vous avez compris où je veux en venir? J'espère que oui, parce que c'est le but. Je vais maintenant revenir à notre première énigme que je vous ai proposée. Donc en fait, la solution est très simple et très logique. Il faut réfléchir, donc raisonner. Et quelquefois, il faut raisonner longtemps. Bon, là, normalement, j'espère que vous n'avez pas eu besoin de raisonner longtemps. Mais voyez-vous, pour faire ce dessin sans lever la pointe du stylo, il suffit de garder la pointe du stylo, hein, de ramener un morceau de papier, et le stylo n'a pas quitté la feuille, et j'ai mon dessin avec mon point au centre. Je n'ai pas dit qu'on n'avait pas le droit, il faut bien écouter, c'est ça qui est important aussi. J'ai dit qu'on n'avait pas le droit de lever la pointe du marqueur de la feuille, mais je n'ai pas dit qu'il était interdit de rabattre la feuille, d'accord? D'où l'importance, et là pareil, on peut faire une analogie avec les textes bibliques, entre ce qui est écrit, ce qui n'est pas écrit, et garder une certaine cohérence, d'accord? C'est comme ça qu'on peut résoudre des énigmes aussi bibliques. Donc, je vous le refais, je mets la pointe du marqueur, je ne bouge pas la pointe ne va pas être soulevée du papier, par contre c'est le papier que je rabats. Et là je fais mon dessin, voilà, et je pars de là, j'ai toujours pas levé, et je fais mon cercle, voilà. Quant maintenant à notre deuxième énigme de logique, avec mes cure-dents. Alors, j'ai fait un travail en amont, c'est que j'ai préparé la solution, parce que faire tenir ça, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai dû le faire à part. La solution pour faire 4 triangles, je dis bien 4 triangles avec ces 6 cure-dents, voici la solution. Il fallait raisonner en 3 dimensions, ça veut dire qu'il fallait changer de raisonnement. Vous voyez, là j'ai bien 1, 2, 3 et 4 triangles qui sont exactement pareils. Vous voyez? J'ai bien 4 triangles et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cure-dents. Vous me direz, bon, oui, c'est simple, je connaissais, tant mieux. Mais il y a des énigmes beaucoup plus compliquées, ça, c'est enfantin. Hein. La première fois qu'on m'a posé cette énigme, bon, j'ai réfléchi, j'ai fait comme beaucoup font, j'ai raisonné en 2 dimensions, alors qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, j'ai trouvé la solution quand j'ai compris qu'il fallait raisonner en 3 dimensions. Donc, quelquefois aussi, sur le plan biblique, il faut savoir adopter son raisonnement. D'accord ? Alors, à l'avenir, avant de dire « oui, mais ce que tu me racontes, c'est illogique »,
J'espère, enfin, j'ai essayé d'être pédagogique dans mes démonstrations, j'espère que vous aurez compris que ce qui vous paraît illogique à vous n'est pas forcément illogique de manière intrinsèque, hein, dans son essence. Il y a des choses qui nous paraissent illogiques à nous et qui sont pourtant logiques lorsqu'elles nous sont expliquées. Après, on peut refuser les explications et là c'est un tout autre problème. Mais à l'avenir, l'argument de dire ce que tu me dis est illogique ne tient pas. Ne tient pas si vous ne respectez pas les règles d'interprétation. De la même manière qu'il faut respecter les règles du jeu d'échecs pour comprendre la logique échéquéenne, de la même manière qu'il faut respecter les règles de la comptabilité pour comprendre la logique comptable. Par exemple, je sais que la logique comptable existe, je ne peux pas la nier, néanmoins j'ai du mal avec la logique comptable, je n'arrive pas à l'assimiler. Mais ce n'est pas parce que je n'arrive pas à l'assimiler qu'elle n'existe pas. Et c'est pareil pour la physique, pour d'autres matières où il est nécessaire d'avoir une logique spécifique et adaptée au thème, au sujet qui nous intéresse. Voilà, à présent, alors j'ai toujours le souci de me dire, tiens, j'ai peut-être oublié de dire ceci, j'aurais pu préciser cela, mais je pense que voilà, vous avez l'essentiel. J'espère que la démonstration avec le jeu d'échecs n'a pas été trop longue, trop barbante. Voilà, j'avais dans l'idée d'aller enfin de faire une partie complète jusqu'à échec et maths, mais vu que je suis censé réfléchir pour les deux camps, à moins que je fasse comment dire, exprès de faire une erreur dans un camp ou dans l'autre, voilà. Et or je suis, j'allais dire jusqu'au boutiste. Pour être honnête, j'aurais dû défendre et jouer du mieux que possible pour les blancs et du mieux que possible pour les noirs. Et il aurait fallu que finalement je finisse par faire une erreur. Et c'est pareil pour le jeu d'échecs, il faut beaucoup réfléchir. Parce que le but c'est de ne pas se retrouver échec et mat. Le but c'est de mettre l'autre échec et mat. Et d'ailleurs là aussi il y a une analogie, c'est que, voyez-vous, et j'ai pas pu faire des démonstrations mais je le ferai peut-être dans d'autres vidéos, souvent dans certaines parties il faut sacrifier des pièces. Et par exemple si vous jouez contre un grand maître du jeu d'échecs et que vous avez la possibilité de lui manger la dame, surtout n'y touchez pas. Ou une tour. Si avec votre simple pion ou avec votre fou, qui est une pièce de moindre valeur que la tour et encore moins que la dame, surtout n'y touchez pas parce que le grand maître du jeu d'échecs ne commet jamais ce genre d'erreur. Si dans le jeu vous voyez que vous avez la possibilité de lui manger la tour, c'est que lui, il sait très bien, c'est un piège. Si vous lui mangez la tour, c'est un sacrifice, il sacrifie sa tour ou sa dame. Mais s'il sacrifie sa tour ou sa dame, sachez bien que c'est parce qu'il est certain, il est sûr et certain de vous mettre échec et mat. Et on ne peut pas contourner la logique échéquéenne. Ça veut dire, dans certains coups que j'ai joués, je les ai joués naturellement parce que c'était les meilleurs coups. Si j'aurais joué, enfin les meilleurs coups, dans le jeu qui était présent, quoi. Dans certains cas, si j'aurais joué autre chose, ça aurait été un coup moindre. Par exemple, l'histoire du cavalier que j'ai sorti, qui finalement se fait bouffer par le fou, c'était un mauvais coup, j'aurais dû défendre